Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux journalistes de Médias Ténois, Nelly Guidici et Cristiano Pereira. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Au cœur de l'émission aujourd'hui, on retrouvera également Denis Laure qui s'est entretenu avec Maxime Joly et Marjolaine Chevet, respectivement directeur général et vice-présidente de l'AFCY. Mais tout d'abord, quoi de nouveau dans les territoires du Nord-Ouest et alentours ? On commence avec toi, Cristiano, et on va à Yellowknife. La ville propose d'augmenter l'impôt foncier de 7% en 2026 dans son ébauche de budget. Alors pourquoi une telle proposition ? Oui, donc c'était une des mesures importantes de cette ébauche de budget 2026 qui a été présentée la semaine dernière aux conseillers. Il faut d'abord souligner que ça c'est un budget préliminaire, non, c'est pas le budget final. Non. Même la ville, elle parle vraiment que c'est un document de travail, un point de départ qui sera discuté plus tard en détail début décembre. Et dans cette version préliminaire, la hausse de 7% est présentée comme un moyen de préserver les services essentiels. C'est ça qu'ils disent. Donc, ils expliquent que les coûts augmentent partout, les salaires et les avantages sociaux montent de plus de 9%, par exemple. Tous les matériaux, l'énergie et l'entretien coûtent plus cher. Et qu'ils expliquent qu'en même temps, la demande pour les services municipaux continue d'augmenter. Donc, l'idée derrière cette proposition, pour l'instant, c'est d'éviter que les services se dégradent. C'est ça leur justification. Ce que la ville dit, en gros, c'est si on ne réajuste pas les revenus, on ne pourra plus maintenir ce que les résidents considèrent comme normal. On parle de l'eau, des routes, de la sécurité, des programmes communautaires. Et alors comment, donc, outre cet aspect, comment la ville justifie-t-elle cette hausse qui est quand même importante ? Enfin, 7%, c'est pas rien devant les conseillers, les résidents ? Oui, pendant la présentation, le directeur des services corporatifs, Kavi Pando, il a insisté sur la transparence. Il reconnaît d'entrée de jeu que c'est vraiment une hausse difficile, surtout pour les familles qui subissent déjà la pression du coût de la vie. Mais selon lui, l'inflation et le vieillissement des infrastructures et la demande croissante pour les services municipaux créent une pression extraordinaire. C'est ça l'expression qu'il a utilisée. Une pression extraordinaire sur les finances de la ville. Donc, il explique que l'ajustement des taxes permettrait de maintenir la qualité des services essentiels. Et il insiste sur le fait que chaque dollar supplémentaire serait utilisé de manière responsable pour que la ville puisse continuer à fonctionner correctement, mais aussi pour éviter de transférer les problèmes aux générations futures. Mais bon, il reste encore un processus. Le public peut commenter jusqu'au 30 novembre. Et le Conseil discutera l'ensemble du budget du 1er au 4 décembre, avant toute décision. Donc, ce n'est pas encore final, ça. Pas définitif encore. Pas définitif, non. Ok. Et sinon, pendant cette présentation du budget, qu'est-ce qui a aussi retenu l'attention des conseillers ? Donc, pendant la réunion, ce qui est ressorti très clairement, c'est la manque de terrain disponible. C'est un enjeu que le directeur municipal, Stephen Van Diem, a beaucoup souligné. Et, il rappelle que le dernier lotissement à Yellowknife remonte à près de 15 ans et que la ville a environ 38 hectares de retard sur son développement normal. Selon lui, ne pas avoir développé de nouveaux lots depuis aussi longtemps représente maintenant un risque financier réel. Le maire adjoint Rob Warburton,
il a réagi très directement. Il a dit que juste garder les toilettes fonctionnelles et l'eau qui coule est déjà un défi. C'est ça l'expression qu'il a utilisée, ce qui montre bien le niveau de tension dans le système. Donc, pour lui, la ville est coincée entre deux choix. Soit augmenter les taxes, couper les services ou développer davantage. Mais ce dernier choix dépend voilà, intérieurement de l'accès au foncier. Évidemment, tout cela va être encore être discuté. Donc, il y a beaucoup de discussions encore à faire jusqu'à une décision finale. Oui, les discussions ne s'arrêteront pas de sitôt, ça on le sait. Voilà, c'est ça. Rien n'est définitif pour le moment. Merci Cristiano. L'association franco-culturelle de Yellowknife tenait sa 40e assemblée générale annuelle le 6 novembre dernier. Un moment pour renouveler le conseil d'administration, mais aussi pour faire le bilan avec les membres d'une année fertile en mouvement et en activité. Pour en parler, Denis Laure a rencontré le directeur général de la FCY, Maxime Joly, et la nouvelle vice-présidente, Marjolaine Chevet. On les écoute. On regarde l'année 2024-2025, excédent financier, programmation presque doublée sur ce qui était prévu, un ajout de deux employés, vous êtes maintenant trois. C'est quoi ton bilan de l'année? Ben pour moi, c'est un peu un bilan quinquennal aussi parce que je suis arrivé en 2020, là, puis D'accord. effectivement, il y a du chemin qui a été parcouru, on se le cachera pas. Je suis arrivé en pleine pandémie. Pour ce qui est de l'exercice 24-25 en tant que tel, effectivement, on a livré plus du double des activités et enregistré notre cinquième excédent des produits sur les charges consécutifs. On est rendu avec un coût de gestion d'environ d'un peu plus de 100 000 et puis, à la programmation, c'était Caroline Lessard. Et puis, là, pour l'année 25-26, on a rajouté le mandat petite enfance, puis on est rendu avec une équipe de trois. Donc, ça faisait déjà un certain moment qu'on avait réussi à sécuriser deux postes à temps plein à la FCY. Mais pas tant que ça non plus. Sur mes 5 années, j'en ai fait un petit peu moins de la moitié seul. Et puis là, ça donne vraiment un bon coup de pouce d'avoir enfin une équipe de trois. Là, je pogne un petit 2 minutes à chaque fois qu'on a un meeting. Puis que, tu sais, c'est pas pareil la dynamique à trois, là. D'accord. Est-ce que vous en voulez encore plus ou avec trois, vous êtes en business? Ben moi, j'ai toujours pensé que trois, c'était le seuil minimal critique pour avoir, D'accord. comment dire, une mémoire organisationnelle, puis pour faire en sorte que le roulement inévitable des employés n'affecte pas trop les opérations et les membres, parce que quand je suis arrivé en 2020, j'ai fait un petit diagnostic organisationnel, puis ça m'a rapidement sauté aux yeux que c'était le plus gros enjeu était à ce niveau-là, parce que on avait essentiellement juste un poste, la direction générale, puis à l'occasion, il y avait un deuxième employé qui se rajoutait, mais c'était souvent lié à du financement de projet. Là, on est dans une situation différente. Le financement de programmation est passé de 93 000 à 265 000. Ça fait qu'on a au moins sécurisé deux postes, plus toutes les dépenses administratives de la FCY. Et puis ensuite, on se rajoute à ça une entente de 3 ans qu'on vient de signer avec la Commission nationale des parents francophones. Fait que, on est sur des ententes pluriannuelles présentement, puis ça nous donne un peu de stabilité, puis ça fait pas de tort, mais je pense que personnellement, c'est quand même une période de croissance, puis faut pas non plus tomber dans la croissance à tout prix archaïque, là. Anarchique, je veux dire, c'est que des fois, les organisations ont tendance à se développer là où sont les fonds plutôt que là où sont les besoins. Là, on a fait un développement qui est en cohérence avec, je trouve, l'ADN de l'organisation puis les besoins de la communauté. On a rajouté Jeunesse TNO en partenariat avec la FTSO. On a rajouté le théâtre du 62e parallèle. Puis là, on a la petite enfance. Si on parle, mettons, de membership et de bénévolat, vous êtes rendu à quoi comme membership? Présentement, ça semble vouloir se stabiliser autour de 160, 165, Ah, OK. 150. OK. Au moment d'écrire le rapport annuel, on était à 165. On a connu une grosse augmentation. Quand je suis arrivé, on était à peine à 30 membres. On a monté assez rapidement la période pendant la COVID jusqu'à 180. Puis là, ça s'est stabilisé. Il y a beaucoup de roulements dans notre communauté. Puis la date de membership varie d'une personne à l'autre. Et puis notre stratégie est beaucoup orientée sur on essaie d'inciter les gens à devenir membres. C'est super important. C'est un des indicateurs de performance les plus importants.
Fait qu'on leur donne des rabais systématiques aux membres pour les événements payants qui sont quand même très avantageux. Tu sais, le membership de la FCY, c'est 20 individuel, 30 pour les familles. Et puis, Ah ouais. si tu viens aux activités payantes, tu sauves bon an, mal an, entre 100 et 150 ouais. Mais au-delà de tout ça, pour de vrai, nous autres, notre réalité, c'est que on veut que les gens s'impliquent puis qu'ils sentent que c'est leur association puis qu'ils peuvent arriver avec des idées, ils peuvent mettre en œuvre des activités. On parle de bénévolat maintenant. Nous autres, l'association, on a créé une structure par et pour à travers le théâtre du 62e parallèle où les gens peuvent s'impliquer. On a fait 4 grandes productions de théâtre communautaires, quasi professionnelles. Là. Mon Dieu, c'était à faire rougir des troupes professionnelles. Pour de vrai, là, on a Ah commencé. oui? Oh oui, écoute, ça a commencé, le retour du théâtre du 62e parallèle, ça a commencé avec Andréane Simard en 2021 qui a fait les monologues du vagin. Ça a été repris par la suite par beaucoup Laurence Bonin, Annie Larochelle, Geneviève Charon, qui se sont lancés dans la production de la pièce Les Voisins. Ensuite, la troisième année, on a fait la pièce L'affaire Donovan McPhee. Quatrième année, on a fait la pièce Il était une fois et alors. Et puis après, on a été obligé de prendre une pause parce que, faute de financement récurrent, on fait présentement une feuille de route, là, voir comment qu'on peut garder la structure ouverte et flexible pour faire en sorte qu'elle puisse s'adapter aux nouveaux talents qui arrivent dans la communauté, faire en sorte que s'il y a quelqu'un qui arrive. Fait qu'on a diversifié les activités. Dans la dernière année, on a fait plus de soirées d'improvisation puis une soirée micro-ouvert. Fait que ça, c'est notre structure par et pour, par excellence, que je dirais. On a aussi, évidemment, le STNO qui est dans une structure par et pour, mais sinon, bénévolat plus spécifiquement, on fait appel aux bénévoles pour certains grands événements, notamment la Saint-Jean-Baptiste, puis on n'arriverait pas sans eux pour de vrai, c'est beaucoup de travail. Donc la Mais réponse est bonne. La réponse des bénévoles est bonne. la réponse est bonne, mais particulièrement bonne. Je tiens à souligner le travail des membres du conseil d'administration de la FCY qui est complet. On a à la dernière AGA Simon Cloutier qui est parti, ça faisait 5 ans qu'il était là. On a Michel Legault qui est encore là, qui est à sa 5e année aussi. On a Geneviève et Laurence qui sont à leur 4e année. On a du monde qui sont là depuis longtemps. Marjolaine, 2e année. Frédéric, 1re année. Puis Chéril qui a fait un bon moment aussi. Puis Anna qui est à sa 3e année, qui commence sa 4e. C'est eux les bénévoles les plus importants, des fois oubliés d'un organisme parce que c'est nécessaire c'est vital à l'organisation. Tu peux pas avoir une association, un organisme à but non lucratif sans conseil d'administration, puis c'est des postes de bénévoles. Ça. D'accord. Vous avez fait un sondage récemment dont les résultats, si je les ai bien lus, étaient très positifs. Il y a des gens qui ont demandé des activités qui soient plus conviviales, qui permettent plus aux gens pas de regarder un spectacle, mais de pouvoir se rencontrer. Est-ce que vous avez donné votre assentiment à cette volonté-là? Ou, Absolument, c'est un besoin qu'on sait qui est présent puis dans la communauté depuis longtemps puis qu'on l'utilise d'ailleurs comme argument depuis des années pour rappeler au gouvernement et aux gens que Yellowknife est la seule capitale du Canada dont la communauté francophone ne dispose pas d'un lieu de ouais. rassemblement Mhm. dédié. Ça nous limite dans notre capacité à faire des petites activités plus par et pour, style club de lecture ou etc., ou soirée d'art plastique, ce qui serait très plaisant parce qu'on avait ça à Iqaluit. Moi, j'étais directeur général de l'Association des francophones du Nunavut pendant quelques années. Et puis là-bas, on avait le centre communautaire, la radio, le journal et puis l'organisme porte-parole, tout sur la même structure. Et puis, ça faisait vraiment la différence parce que tu pouvais donner la clé à quelqu'un qui veut faire un club de lecture, qui veut faire des soirées de danse expressive, qui veut faire des soirées d'art plastique. Là, on n'a pas ça ici. Il faut toujours louer des salles, ça fait que ça nous limite dans nos capacités, mais on le sait que c'est un besoin parce que, premièrement, c'est un besoin pour moi. J'aimerais ça, moi aussi, juste aller dans une activité où ce que Ouais. le but de la chose, c'est d'avoir du fun et de Ouais. jaser avec le monde. Ouais. C'est vrai que nos activités sont tout le temps très, très orientées vers une niche, une dynamique et quelconque. C'est aussi lié à nos demandes de financement. Tu sais. On peut Ouais. pas organiser des activités de bailleurs de fonds. Ils acceptent pas le 5 à 7 au Black Knight comme une dépense admissible. Fait que, Le game de hockey. ouais, c'est ça. Tu sais. Mhm. Mais on le sait que c'est un besoin. On en a fait une fois un 5 à 7 dans la dernière année fiscale. Il y avait une bon 20-25 personnes. Je pense que c'est quelque chose qu'on va vouloir relancer parce que on arrive dans un spectacle, les gens ils payent un billet 30-35 $ pour voir un artiste, puis ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu leurs amis, qui ont juste le goût de jaser, prendre une bière, puis des fois ils n'écoutent pas l'artiste, puis t'es obligé de leur taper sur l'épaule et de leur dire hey, Ouais. chut, chut, chut.
tu es en train de Ah. perturber l'artiste ou l'audience, est-ce que tu pourrais baisser le ton? Fait qu'on espère effectivement, moi, je l'entends celle-là, puis on va s'arranger pour y répondre. Ben, on souhaite que le futur centre communautaire canadien de Yellowknife soit considéré comme une place pour la défense stratégique du Nord par le gouvernement Carney. Bon. Et puis, dernière question, peut-être, Maxime, le camp d'hiver jeunesse, est-ce qu'il va y en avoir un en 2025-2026? Oui, on en a prévu un en mars 2026. C'est une nouvelle initiative qu'on a lancée l'année dernière suite à un financement de 3 ans qui est arrivé tard. C'est une bonification du financement qui est arrivée autour de octobre-novembre. On avait déjà pas mal canné notre programmation. Et puis, il fallait absolument utiliser les sous avant le 31 mars. Fait qu'on n'avait pas le moyen de faire une belle et grande programmation de 8-12 activités pour les jeunes. Fait qu'on a décidé de faire un gros stunt avec un camp d'hiver. Puis on est parti avec des jeunes sur le Grand Lac des Esclaves, sur une île, dans des chalets. On a loué 3 chalets. Puis fait différentes activités là-bas, puis c'est sur plusieurs jours, ça fait que ça permet aux jeunes de créer des liens. L'année passée, ça a été un peu difficile parce qu'on s'est mal coordonné avec l'école Alain Saint-Cyr qui avait organisé un voyage au Costa Rica aux mêmes dates pour la Ah ouais. même clientèle. Ça fait que quand tu habites aux portes de l'Arctique, puis t'as 14-15 ans, puis t'as le choix entre aller au Costa Rica ou sur une île dans le Grand Lac, Ouais. on se pose pas la question super longtemps. On a réussi quand même à s'ajuster. On a baissé l'âge, puis on a fait plus de sollicitations directes, puis on a éliminé les frais d'inscription. Cette année, on le refait, puis on se coordonne mieux. Mais pour la troisième année, vu qu'on est rendu à 3 employés, j'exclus pas la possibilité qu'on fasse une plus grande programmation avec ces sous-là, là. Là, on a une nouvelle équipe complètement en place. Nicolas Petkovic, chargé de projet, et puis Valérie Picard-Lavoie, gestionnaire de la programmation, viennent tout juste d'arriver là en août-septembre, puis on a vécu le 40e ensemble. Ça a été un gros jalon, un gros baptême de feu. Puis on est en train de finaliser la programmation pour l'année en cours, mais si on a un peu plus de stabilité à la FCY et des ressources, qu'on a le temps de planifier un peu plus d'avance l'utilisation des sous pour la troisième année. J'en ai déjà discuté avec les bailleurs de fonds et ils sont ouverts à ce qu'on fasse autre chose. Ça va être juste à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça parce qu'on a le mandat jeunesse, puis le mandat jeunesse, c'est les 12 à 25 ans. Puis, à part cette enveloppe-là, on n'a pas beaucoup d'argent pour organiser des activités. Fait qu'on a un comité jeunesse. On va se revirer vers eux pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la troisième année, pour voir si on continue avec ça. Bon, ben j'espère qu'on va avoir l'occasion de te recevoir pour le reste de la programmation ou pour ce futur camp jeunesse-là. Ben, ça a été un grand plaisir. Je suis avec Marjolaine Chevet et c'est ta troisième année à la FCY. Cette fois-ci, tu as été élue comme vice-présidente. Qu'est-ce que ça fait de s'engager d'un organisme comme ça? Est-ce qu'on le fait pour les autres ou c'est gratifiant pour soi aussi? Ouais, c'est une jolie question. C'est sûrement un mélange des deux. Moi, j'ai toujours été, depuis que je suis une jeune adulte, là même à l'université, je me suis tout de suite engagée dans le tissu associatif. Je viens de France, là, donc on n'appelle pas ça des OBNL, mais ça a toujours, oui, fait partie de mon engagement. Et oui, tu as raison, c'est un mélange c'est à la fois gratifiant et c'est pour soi et pour les autres, ouais. C'est souligné dans le rapport cette année à deux reprises qu'il y a un manque de ressources, surtout humaines. Vous avez quand même maintenant trois employés. Est-ce qu'il y a un manque de bénévoles ou c'est quoi les ressources qui vous manquent du côté humain? Oui, avant même de parler des bénévoles, parce que bah, le besoin de bénévoles, il est partout pour tous les organismes et pour tous les événements. Enfin, c'est plutôt, c'est quand même un commentaire qui est général et qui est pas que pour le monde francophone. Euh, oui, la question des ressources humaines et des salariés, des employés à la FCY, ça a été un problème qui a été chronique depuis. Bah, l'association vient de fêter ses 40 ans. Je ne sais pas quand est-ce que l'association a eu la joie de compter 3 employés. Là, Hmm. moi, je suis à Yellowknife depuis 3 ans et je sais que depuis que Maxime est à la direction générale depuis 5 ans, il y a toujours eu entre 1 et 2 employés. C'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Enfin, c'est un secret pour personne que la FCY, c'est l'organisme le plus petit
en termes de ressources de tous les territoires du Nord-Ouest. Donc, ça crée nécessairement une fragilité. Ça fait que les ressources qui sont là sont que les personnes humaines qui sont dans cet organisme sont forcément énormément sollicitées. C'est des Ouais. difficultés à prendre des congés, des difficultés euh, à délivrer autant et à tenir des ambitions, quoi. Est-ce que vous faites quelque chose pour engager des ressources supplémentaires plus que ces trois personnes-là? Est-ce que vous avez des plans de ce côté-là? Ah ben écoute, c'est une poursuite au quotidien qui prend des années. Ça a pris des années pour arriver à sécuriser un troisième employé. Donc D'accord. c'est un travail de longue haleine qui fait vraiment en concertation entre la direction générale, qui est toujours à l'affût pour des nouvelles opportunités de financement, éventuellement des élargissements de mandat, et puis un travail de collaboration entre la direction générale et le conseil d'administration sur voilà des demandes de subventions, être à l'affût des changements de direction dans les financements. Vous avez parlé de mandat. Il y avait le théâtre de la 62e, si je me trompe pas, qui était sur pause en 2024-25. Qu'est-ce qui se passe avec le théâtre? Est-ce que c'est une pause qui va se perpétuer? Et juste, excuse-moi, je reviens sur la question d'avant. Quand je disais que ça prend des années de sécuriser du financement pour un troisième employé, il y a aussi la question du financement pluriannuel. Parce que c'est pas le tout de de grossir vite. C'est aussi trouver des financements qui permettent d'avoir une profondeur de champ. Pour le théâtre du 62e parallèle, alors, je dirais pas que c'est en pause. Simplement, on n'a pas eu de financement pour une grosse production, ce qu'on appelle une grosse production théâtrale, là, donc une pièce de théâtre communautaire qui engage un certain nombre de techniciens, de bénévoles, de comédiens, etc. Euh, on n'a pas eu le financement parce qu'on l'a pas demandé, parce que malheureusement, le financement, et ça c'est quelque chose que Maxime a expliqué lors de notre AGA, le financement de patrimoine canadien pour du théâtre communautaire euh, était pas un financement de programmation, c'était un financement qui pouvait pas être pour des événements récurrents. Donc, on a réussi à sécuriser ce financement-là 3 années de suite, mais à chaque fois en élargissant le mandat, en ajoutant une pièce jeunesse, en élargissant des dimensions d'inclusivité, etc. Mais voilà, au bout d'un moment, c'était pas, on pouvait pas être éligible sur le long terme tous les ans pour cette grosse production. Cela dit, la compagnie du 62e parallèle n'est pas qu'une compagnie de théâtre dédiée aux grosses productions annuelles. C'est un comité qui s'inscrit plus largement dans le soutien des arts de la scène, qui soit semi-professionnel, soutien aux professionnels ou aux semi-professionnels qui sont émergents dans la communauté, ou tout ce qui va être art de la scène fait par et pour les amateurs et les amatrices. Donc, OK. Donc, il y a quelque chose la... qui a été fait en 24-25 pour les arts de la scène. absolument, Ça a été, absolument. le théâtre du 62e a été actif Oui, outre cette absence de production. autrement. D'accord. Autrement. OK. Il y a eu notamment Bon. un club d'impro et qui s'est réuni toutes les semaines. Et il y a eu aussi l'organisation d'un micro ouvert, donc une soirée où chacun a pu venir faire sa pièce, son petit morceau. Il y avait du stand-up, il y avait de la scénette, il y avait de l'humour. Ouais, ouais, c'était vraiment très très sympa. D'accord, mais vous devez livrer pour mars prochain, si j'ai bien compris, un genre de plan pour le futur. Vous êtes en cours de réalisation de ce plan-là, j'imagine. Exactement. Alors c'est effectivement sur les conseils et recommandations de notre direction générale, on est en train de faire réaliser une étude stratégique pour pouvoir combiner les deux directions, les deux dimensions qui sont quelles sont les possibilités de financement et quelles sont les envies de la communauté. Et voir comment ça peut se rencontrer, et puis pour pouvoir nous donner, pareil, une profondeur de champ, une profondeur de vision sur les quelques années.
Donc c'est cette étude stratégique qui est en train d'être menée par un consultant. Peut-être une dernière question. Le rapport parle de chantier organisationnel, de plan, d'un nouveau plan stratégique, la révision des statuts et règlements. Vous pouvez me parler un peu des problématiques, des attentes par rapport à chacun de ces deux dossiers-là? Oui, je peux en parler sans en parler parce que c'est pour notre prochain chantier avec le nouveau CA renouvelé et qui vient d'être renouvelé la semaine dernière. Ouais. Ça va être partie de nos deux chantiers. Et ces deux chantiers-là, pourquoi on les démarre que maintenant? Parce que avant de se poser ces questions-là, il a fallu, la direction générale a fait un travail formidable ces 5 dernières années. Il a vraiment fallu stabiliser l'organisation. Il a fallu stabiliser les financements, retrouver une certaine stabilité financière au niveau de la trésorerie. C'est un secret pour personne, c'est dans le rapport annuel que ça a été aussi un long chemin de récupération. Et puis, stabilité aussi en termes de financement. Et maintenant qu'il y a eu enfin donc un troisième employé et enfin des financements pluriannuels, maintenant qu'on commence à enfin pouvoir sortir la tête du guidon et sortir de l'immédiateté et du, j'ai pas envie de parler de danger d'extinction immédiat, mais maintenant que voilà, on a pu célébrer le 40e, on a pu voilà sortir la tête de la gestion quotidienne. Maintenant, on est en position de exactement penser à l'avenir de façon stratégique. Alors on va pas forcément réinventer la roue, mais en tout cas on va consolider vraiment nos axes stratégiques pour le futur. Et puis il y a une révision des statuts. Voilà, l'association vient de fêter son 40e. OK, rien de C'est le temps. spécifique nécessairement. Non, c'est le Non, temps. OK. Voilà. Et puis le centre, le futur centre communautaire pourrait faire partie de votre plan stratégique? Ah, c'est pas quelque chose que un tout petit organisme avec seulement 3 employés comme la ICY pourrait porter, hein. Non, vous n'êtes pas Mais seul. c'est définitivement un projet que nous appelons de nos vœux et que nous appelons de nos vœux régulièrement. C'est sûr que ça changerait énormément les possibilités d'offres culturelles sur la communauté d'avoir ça, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Marjolaine Chevet, d'avoir pris le temps de me parler. Excuse. Merci Denis pour tes questions. Prenons maintenant un peu de distance avec les TNO et Yellowknife et discutons Arctique avec toi Nelly. Les États-Unis ont décidé d'ouvrir à l'exploitation pétrolière et gazière la réserve faunique nationale de l'Arctique au bord de la mer de Beaufort. Kaktovik, unique village implanté dans la réserve, et Inupiat. Alors première question, quelle a été la réaction des Inupiat ? Parce que tu nous avais appris dans un article précédent que les Gwich'in, également concernés par cette décision, n'étaient pas du tout favorables. Oui, alors du côté des Inupiat, cette décision a été accueillie très très favorablement par le peuple Inupiat qui lui est favorable à l'exploitation des énergies fossiles dans la réserve. Et c'est comme ça depuis de nombreuses années en fait. Donc eux, ils sont pour le développement de la région et le fait que l'administration Trump ait décidé de rouvrir aux énergies fossiles, donc à l'exploitation et à l'exploration du pétrole et du gaz dans la région, c'est une bonne nouvelle pour le développement du village. Et leur argument se base sur le fait que Kaktovik est l'unique village implanté dans la réserve faunique. Et c'est un village donc Inupiat qui a besoin, selon les Inupiat, du développement promis par les énergies fossiles pour pouvoir avoir des évolutions de leurs infrastructures en fait. Donc ils sont vraiment contents de cette décision. Mais alors, donc est-ce qu'ils ont le sentiment d'être entendus par le gouvernement Trump ? Alors oui, c'est vraiment quelque chose qui est mis de l'avant selon eux. Ils ont l'impression d'être non seulement compris, mais aussi respectés dans leur choix, dans leur autodétermination par le gouvernement fédéral actuel. Alors il faut savoir que contrairement aux Gwich'in, le peuple, les leaders Inupiat ont été rencontrés par plusieurs représentants de l'administration Trump au mois de juin 2025.
Il y a plusieurs représentants, donc, dont le secrétaire à l'intérieur, le secrétaire à l'énergie du gouvernement actuel et aussi l'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement. Donc, ces 3 représentants se sont rendus pas à Kaktovik, mais dans une autre communauté qui est un peu plus à l'ouest de Kaktovik, dans un village qui s'appelle Utqiagvik, en juin 2025. Et les discussions ont eu lieu au mois de juin 2025 sur le potentiel développement. La décision avait déjà été prise en amont par l'administration Trump, mais n'avait pas été officiellement dévoilée à ce moment-là. Donc, pour les Inupiats, ils ont vraiment le sentiment d'être entendus, compris, et que leur droit d'autodétermination en tant que peuple autochtone est respecté. Ok, donc tu nous parles d'entente, de respect, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, paradoxalement, non, parce qu'il faut savoir que les reproches qui sont faits par le peuple Gwechtchen face à l'administration Trump, c'est-à-dire que cette administration cherche à les réduire au silence et n'écoute pas ce qu'ils ont à dire tout simplement, et bien ce reproche, il a été fait dans les mêmes mots par le peuple Inupiat quand l'administration Biden était au pouvoir. Donc l'administration Biden avait suspendu en 2023 le projet d'exploration et d'exploitation des énergies fossiles dans la région, qui avait été décidé par la première administration Trump auparavant. Et le peuple Inupiat, en fait, voulait savoir ce qui se passait. Ils avaient demandé à rencontrer des représentants de cette administration et leur demande avait été restée sans réponse. Donc, il se trouve que suivant les volontés des gouvernements élus, il semblerait que ces gouvernements-là, que ce soit les démocrates ou les républicains, ne rencontrent que les leaders autochtones qui sont favorables à leurs politiques respectives, parce que les Gwechtchen avaient réussi à avoir des discussions en cours, en tout cas plus que ce qu'il n'est actuellement, et le peuple Inupiat, lui, était laissé dans le silence. Et maintenant que Trump est à nouveau au pouvoir, ben c'est l'inverse qui se passe. Les Gwechtchen estiment qu'ils sont réduits au silence et les Inupiats pensent qu'ils sont entendus et respectés dans leur autodétermination. Eh bien, merci beaucoup Nelly. Merci Cristiano d'avoir été avec nous et nous avoir raconté plein de choses. Merci tout le monde. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans Info Hebdo pour de nouvelles informations. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.